Bonjour à toutes et à tous. Je suis le docteur Olivier Raspado, chirurgien viscéral et digestif de l'infirmerie protestante. C'est une petite clinique qui est à côté de la Croix-Rousse, à Lyon. Et donc, je tiens d'abord à remercier le docteur Philippe Bernard de me donner l'opportunité de vous présenter un sujet qui m'intéresse particulièrement en ce moment. Je remercie également la SFR Aura et notamment le docteur Eric Tail, mais aussi le professeur Valette, pour le choix des sujets et le choix des intervenants. Et puis bien sûr, OncoAura, et notamment une de ces armes qui est SOS Pancréas, que j'ai intégré il y a quelques mois. Voilà. On va essayer de présenter un peu d'épidémiologie pour cibler le problème. On va parler de quoi ce matin? Essentiellement d'adénocarcinome, c'est-à-dire une maladie qui touche le pancréas exocrine, préférentiellement au niveau de la tête du pancréas. Trois choses à retenir d'emblée: une incidence croissante, régulièrement un diagnostic tardif, et bien sûr une mortalité élevée, et actuellement c'est un défi qui touche l'ensemble des soignants du monde entier. Un peu d'épidémiologie, sur la droite vous verrez deux courbes, le cancer du sein en bleu et les projections du cancer du pancréas. Au lieu de vous donner d'emblée l'incidence en France, je préfère vous dire que ça sera, pour nous, en 2030-2040, la deuxième cause de décès par cancer. Et probablement le quatrième cancer en taux d'incidence. En 1997, on chiffrait à peu près à 4500 nouveaux cas de cancer par an en France. En 2018, à peu près 12 000. L'année dernière, on chiffrait à peu près 16 000 cas. Avec une accélération, une augmentation du taux d'incidence, notamment chez la femme, qui est de 2,1% par an. On note depuis le début des statistiques toujours une grande différence entre les pays dits occidentaux, enfin, on va cibler les USA et l'Union européenne par rapport à l'Afrique et l'Asie, mais le point noir est en Nouvelle-Zélande chez les Maoris. L'âge moyen, on va dire que c'est environ 70 ans, essentiellement des hommes, mais actuellement en France, il y a une forte accélération de l'incidence de ce type de cancer chez la femme au-dessus de 70 ans, sans cause retrouvée pour le moment. C'est une maladie qui est résécable seulement dans un cas sur 6 et elle est très régulièrement diagnostiquée au stade métastatique. Je vous avais mis d'abord sur la diapositive un taux de survie à 5 ans inférieur à 10%. On peut parler, d'après le dernier rapport de l'INCa, d'un taux de survie à 11%, et surtout une médiane de survie de 6 mois. Je pense que dans votre pratique quotidienne, vous avez dû noter qu'il y avait des populations de patients touchés qui n'évoluaient pas de la même manière, avec des cas plutôt foudroyants, et puis d'autres cas, des survies prolongées. Un petit peu d'épidémiologie régionale, c'est important de savoir qu'est-ce que l'on est en train de combattre. Dernièrement, les chiffres indiquent un taux d'incidence de 25,4 cas par 100 000 habitants et par an dans la région, ce qui fait de notre région une des régions où le taux d'incidence est le plus élevé en France, avec la région parisienne et puis le sud-est. On a donc d'emblée, déjà dans les années 90, un taux d'incidence qui était plus élevé que la moyenne nationale. Mais on a une autre particularité, c'est que cette augmentation d'incidence est plus rapide. On a une accélération dans la région du nombre de cas. Et le docteur Farsi l'a indiqué tout à l'heure, on a surtout une très grande variabilité intrarégionale, avec deux points noirs. Le bassin d'Issingeaux en Haute-Loire et Lamur, donc Lamur en Isère, où là on a un taux d'incidence qui est proche de 30 cas à Issingeaux et de 36,5 cas par 100 000 habitants à Lamur. Je vais reprendre les deux études qui ont été rapidement présentées par le docteur Farsi. Donc, c'est deux beaux outils que je vous encourage à lire, parce qu'ils c'est de la vie réelle.
Première étude basée sur l'étude du PMSI. Donc là, voilà, pratique clinique en vie réelle. On a un âge moyen lors du premier séjour et du diagnostic de 72 ans, essentiellement des hommes, enfin la parité est presque respectée. Un tiers des cas, stade métastatique. La plupart du temps, le diagnostic est fait aux urgences par scanner. Les comorbidités associées lors de la découverte de la maladie, de la malnutrition, du diabète. Finalement, assez peu d'obésité dans cette étude, mais surtout des habitus avec une consommation d'alcool et de tabac élevée. Voilà, le taux de survie à 1 an est de 47% lorsqu'on étudie cette cohorte dans le temps. Mais au final, à la fin de l'étude, 79% des patients étaient décédés. Au niveau de la prise en charge thérapeutique, 19% des patients ont pu être d'emblée opérés, 40% ont été traités par chimiothérapie et 41% étaient soignés d'emblée dans une démarche de soins palliatifs. L'autre étude forte, Pandora, qui là est plus basée sur l'analyse anatomopathologique et puis la constitution d'un registre. En 6 mois, donc 540 dossiers étudiés, avec toujours un peu plus d'hommes. Là, avec une patientèle à 44% obèse sévère ou morbide, un âge moyen de 72 ans, du tabac, du diabète. Les symptômes au départ étaient présents chez 90% des patients environ, avec essentiellement des douleurs épigastriques, un ictère, de l'amaigrissement. Le diagnostic était fait essentiellement aux urgences par scanner. Le médecin généraliste également était à l'origine du diagnostic, puis le gastro-entérologue. Presque 100% des patients ont eu un scanner TAP faisant le diagnostic, d'autres ont eu une découverte endoscopique, mais en gros 95% des patients ont bénéficié d'une écho-endoscopie haute et 92% environ des patients ont eu une biopsie. Voilà, alors dans la pratique, on a pu constater que les choses étaient plutôt bien respectées avec une consultation d'annonce pratiquement pour tous les patients et une présentation à RCP dans 97,5% des cas. Initialement, 22% environ des patients étaient résécables, 12% étaient potentiellement résécables, 27,6% des patients avaient une maladie qui était d'emblée localement avancée et environ 39% des patients avaient une maladie d'emblée métastatique. 2 points importants qu'il faut souligner, et c'est aussi pour ça qu'on a demandé à réaliser cette matinée et cette rencontre avec vous, c'est que dans la région, on notait un délai entre les symptômes et la réalisation du scanner d'environ 53,6 jours. Et secondairement, on a pu constater qu'il y avait un délai important, enfin que nous on qualifie d'important pour une maladie qui se dit foudroyante, un délai de 53,3 jours entre le scanner et la réalisation des premiers traitements, que ce soit chirurgie ou chimiothérapie. Dans cette cohorte, on note que avant publication, 94,2% des patients sont décédés. La survie médiane était de 9,4 mois. Les facteurs de risque avérés, donc je vous ai fait une liste à l'après-vert qui est issue d'un travail que j'ai mené lors de la rédaction de mon mémoire pour un DU de santé environnementale que j'ai fait à Créteil l'année dernière. J'avais choisi ce sujet-là, donc ce que je peux vous dire, c'est que dans 5 à 10% des cas, il existe une origine génétique. Donc voilà, je vous ai cité trois maladies, on va dire, familiales. Le syndrome de Putz-Jeghers, la mutation du gène BRCA2 et puis le mélanome multiple. Un fait important, c'est que le tabac est un facteur essentiel à la compréhension de cette maladie et de son pronostic, et surtout si la consommation est importante et ancienne. Le surpoids et l'obésité augmentent également le risque.
pour une augmentation d'un IMC de 5 kg par mètre carré, l'augmentation du risque est d'environ 14%. Donc on peut noter que désormais l'obésité touche 17% de la population française. Ça peut être une piste pour comprendre cette augmentation d'incidence. L'alcool est pointé du doigt, mais dans les études, le risque associé semble limité. Bien sûr, le diabète, les types de diabète sont concernés, avec un risque augmenté de 53% pour les hommes diabétiques et de 25% pour les femmes diabétiques. Et au niveau du diabète de type 2, le risque est 1,8 fois plus élevé de développer un cancer du pancréas, surtout si ce diabète de type 2 est ancien. Au niveau des facteurs nutritionnels, c'est en fait le régime occidental qui est plutôt un régime pro-inflammatoire qui est pointé du doigt. Mais c'est un facteur qui comprend de nombreux biais, puisque en fait la plupart des aliments transformés sont issus d'une agriculture qui utilise beaucoup d'intrants. Ce sont des aliments qui sont des préparations qui sont stockées dans des emballages plastiques. Donc si vous voulez, il y a des phénomènes parasites qui permettent aussi d'augmenter cette incidence, en plus de la concentration en sucre rapide, en graisse et en viande rouge dans ces produits. Une petite note d'espoir tout de même, on peut parler aussi des effets protecteurs qui sont la consommation de fruits et de légumes frais, la consommation d'aliments qui contiennent des polyphénols et d'antioxydants naturels. On peut parler d'une réduction du risque de 26 à 53% en cas d'apport mesuré, dans l'alimentation en sélénium, en vitamine C, en vitamine E, en bêta-carotène. Voilà, on a également un effet protecteur global en cas de consommation des vitamines hydro- et liposolubles et de sels minéraux, notamment des études positives dans la consommation de folate, mais ces consommations doivent être modérées. Les facteurs de risque suspectés, c'est là où on va être à l'heure actuelle un petit peu déçu de par l'étude des grands registres européens, mais ce que je peux vous dire, c'est que des études ont été menées sur des concentrations de métaux lourds dans des fanères, essentiellement les ongles des pieds dans cette étude. Voilà, la haute concentration en mercure, en cadmium et en manganèse, mais aussi en arsenic, semble être associée avec un risque augmenté. Ces facteurs-là peuvent être également parasités par la présence de formaldéhyde, mais globalement, ce qu'il faut retenir face aux métaux lourds, c'est qu'ils majorent d'emblée le stress oxydant. Donc, qui dit stress oxydant dit explosion de radicaux libres, donc destruction cellulaire, agression cellulaire et ensuite syndrome inflammatoire. Mais on a aussi un effet de ces métaux lourds sur les réparations de l'ADN. Et on a donc des métaux lourds qui vont influencer la mort cellulaire, l'angiogénèse, mais également le mécanisme de propagation des métastases. D'autres facteurs de risque suspectés, les pesticides organochlorés, qui eux vont avoir une action génotoxique et également épigénétique sur la stimulation des gènes et la production de protéines, notamment concernant le gène KRAS, dont les mutations sont fortement associées dans le cancer du pancréas exocrine. On a ensuite des risques relatifs de développer ces cancers qui sont aggravés en cas d'exposition au benzène, trichloréthylène, les pesticides organochlorés et les PCB. Je ne sais pas si vous êtes conscient de la présence de ces produits dans notre environnement ou ce à quoi ils servent. Ce sont essentiellement des améliorants dans les polymères plastiques. Donc là, ce n'est pas le bisphénol, mais les PCB, c'est des retardateurs de flamme, des choses comme ça. Et on peut considérer qu'il y a une forte relation mécanistique entre les organochlorés, les pesticides organochlorés, les facteurs alimentaires et les mutations du KRAS. Notamment, par exemple, là je vous ai cité une étude où tout ça est présent dans le lait que consomment nos enfants. Néanmoins, quand on fait une méta-analyse de tout ça, il y a des données contradictoires
pour expliquer clairement dans notre environnement pourquoi l'incidence augmente. Des grosses cohortes ont fait chou blanc, pas de lien entre 22 polluants permanents et le cancer exocrine dans l'étude de Porta en 2022. Pour le dichloropropène et le cancer du pancréas, on a une relation qui est visible, statistiquement significative que chez les personnes très exposées. Donc en fait, pour comprendre cette maladie, il faut prendre en compte les très grandes variations métaboliques qui y sont associées. Et il y a aussi une problématique dans l'épidémiologie, la santé environnementale des patients touchés, c'est que c'est une maladie très très fortement catabolique. Donc tous les dosages que vous allez réaliser, notamment dans les corps gras de l'organisme, ces corps gras sont très vite consommés par le cancer, et donc vous allez avoir le dosage des polluants qui va être statistiquement abaissé. Je ne sais pas si je suis très clair, mais globalement la plupart des polluants sont concentrés dans notre masse adipeuse. Le cancer du pancréas consommant fortement ces masses adipeuses, et ben vous avez un lavage des polluants qui ont été concentrés dans la vie du patient. Alors, est-ce qu'il y a une stratégie de dépistage globale? Pas pour le moment dans la population générale. C'est une affaire de centres spécialisés. Les familles à risque génétique sont surveillées de manière très proche, mais là on ne parle pas de population générale. Dans le cadre de la découverte d'un diabète de type 2, on fait normalement dans le bilan initial un scanner TAP pour rechercher une tumeur de la tête ou du corps du pancréas. Et puis, il existe un sous-groupe de lésions précancéreuses qui nécessite une surveillance. Donc, on n'est pas tout à fait dans le dépistage, mais on est dans la surveillance. Et je vous cite là deux lésions à risque de transformation qui sont le cystadénome mucineux et puis la TIPMP. Tout ça va vous être présenté dans la matinée par des spécialistes des hospices. Mais c'est intéressant de savoir qu'en cas de découverte fortuite et de surveillance de ces patients-là, on peut avancer le recours à la chirurgie et donc obtenir des taux de survie qui sont meilleurs. Alors, comment, face à cette maladie qui est rare, qui mobilise tout de même ce matin environ 110 professionnels de santé, pourquoi? Parce qu'on est tous conscients qu'il y a un problème. Hein, actuellement, il y a un problème, maladie rare qui est en train de devenir une maladie non rare. Et on ne sait pas comment se saisir de la problématique. Moi, je vous encourage, de façon non dogmatique, mais quand même, à vous tourner vers ce qu'on appelle l'exposome, c'est-à-dire qu'il faut quand même considérer que 90% de nos maladies, des maladies qu'on soigne, sont dues à notre environnement. Alors l'environnement, c'est pas que les PFAS et Arkema, hein, il faut s'entendre là-dessus. L'environnement, c'est aussi nos habitudes de consommation, le tabac essentiellement, ce que l'on respire, ce que l'on boit, ce que l'on mange, le stress, hein, le stress psychologique. Et actuellement, face à cette épidémie, nous n'avons pas de facteur unique qui explique l'augmentation d'incidence. On considère qu'il y a pour le pancréas une sensibilité aux cancérogènes connus et aux dérégulations métaboliques, mais il faut aussi prendre en compte l'inflammation systémique chronique et locale corrélée à un fort stress oxydatif. C'est-à-dire que, globalement, pour produire un cancer du pancréas, il faut une anomalie génétique, une pancréatite chronique qui est due à une consommation, essentiellement le tabac, hein, mais aussi les graisses et les sucres. Et sur une glande inflammée, on peut générer le lit d'une maladie en devenir. Voilà. Hein. Il faut aussi considérer que cette maladie est particulière. Il y a une surproduction énergétique tumorale, il y a une augmentation de sa biomasse, et les mitochondries contenues dans les cellules d'adénocarcinome exocrine produisent énormément de stress oxydant, de radicaux libres, pardon, qui eux-mêmes génèrent des destructions cellulaires. Face à ces hypothèses où l'on mêle
l'exposition à des polluants, des consommations, on souhaite faire un travail, initier un travail prochainement au sein de l'URPS à travers un outil puissant qui est en train de se monter. C'est un laboratoire participatif, excuse-moi Sylvie, laboratoire participatif où les médecins libéraux pourraient aussi faire de la recherche clinique en collaboration avec le CLB, en collaboration bien sûr avec les HCL, pourquoi pas Beaujon. On travaille là-dessus, hein. On travaille là-dessus, il faut se concentrer sur des recherches ciblées pour ne pas s'éparpiller et faire chou blanc. Mais voilà, ce que l'on a en tête, ça serait éventuellement de faire des études rétrospectives ou des études cas témoins, ou alors des études en surveillant des populations à risque comme les patients diabétiques fumeurs par exemple, en y mêlant également de la biologie avec des recherches de métaux lourds et des expositions aux pesticides et aux xénobiotiques, également en se tournant vers la pancréatite chronique et les phénomènes qui la provoquent. Et puis également des recherches plus poussées, plus modernes, plus perturbantes, comme par exemple nos variations du microbiote pancréatique, mais surtout buccal. Il faut savoir que, par exemple, la présence de Fusobacterium dans la bouche est fortement associée au cancer du pancréas exocrine. Et puis des analyses plus larges, métabolomiques, pour voir si les patients qui vont avoir un cancer du pancréas ou ceux qui en ont un ont une cartographie métabolomique précise. Voilà. Je vous remercie. Bien, bonjour. Ça marche le micro là? Oui. Parfait. Bonjour à tous. D'abord, je vais vous demander de bien vouloir excuser mon retard. Il m'est arrivé un truc le 1er septembre qui fait que j'ai un peu perdu mes repères, pas spatiaux, mais en tout cas temporels. Donc, de temps en temps, je zappe un peu les trucs. Voilà. Donc, désolé encore pour ce retard. Juste un petit mot. Donc, le programme que j'avais un peu réfléchi, posé un certain nombre de questions, c'était les questions d'un naïf. J'ai eu le sentiment en écoutant la fin de votre exposé que vous y répondiez. Je vous en remercie beaucoup, ça me paraissait tout à fait excellent, et on verra au fur et à mesure de la séance ce qu'on peut obtenir comme réponse sur ces questions, voire d'autres que les orateurs voudront aborder. Est-ce que quelqu'un dans la salle a déjà une question à poser encore? Allez-y. Vous avez parlé d'un risque multiplié par 53% chez les hommes et 24% pour les femmes, pour les diabétiques insulinodépendants. Est-ce qu'il y a un intérêt à faire une IRM systématique après une évolution du diabétique insulinodépendant? Alors, je vais revenir dessus, mais là je crois que je suis en train de... Alors, pour ma part, je ne suis pas endocrinologue et je ne suis pas spécialiste du diabète, en fait. Mais le risque dans cette étude est clairement avéré. J'avais la notion, mais je crois qu'il y a des endocrinologues dans la salle. Il y a le docteur Kepenekian qui pourra peut-être répondre, mais qu'en cas de patient stabilisé, qui à nouveau est déséquilibré, il faut y penser. C'est la notion que j'avais. Voilà. En cas de déséquilibre du diabète chez quelqu'un qui est parfaitement équilibré depuis des années, j'avais cette notion qu'il fallait au moins se poser la question. Il n'y a à l'heure actuelle pas de dépistage massif des patients diabétiques de type 1 en France. Donc ça vous renvoie en fait à votre pratique clinique et à votre sixième sens, mais je pense qu'un diabète qui se déséquilibre, qu'il soit de type 1 ou de type 2, il faut penser à cette pathologie malheureusement, vu le taux d'incidence actuel. Je pense que vu la gravité, vu la présentation des cliniques des patients qui sont touchés par cette maladie, on ne va pas attendre que la réponse nous arrive dans 5 ou 10 ans. Vous voyez ce que je veux dire? Je pense que nous, en tant que cliniciens, personnes de terrain, si on voit un patient diabétique de type 2 qui se déséquilibre, qui maigrit, qui perturbe fortement sa glyquée, il faut l'amener à l'imagerie.
Enfin, moi, c'est ce que je ferais. Hein, mais, voilà. Prendre le micro, activer le micro. Je voulais vous demander par rapport à un patient de 70 ans ou 72 ans qui se plaint de fatigue, dont le bilan n'a rien donné, qui par ailleurs est un sportif, etc., n'est pas déprimé, hein, pour éviter voilà, ce genre de confusion, et qui développe un tout petit diabète de type 2, une petite hémoglobine glycosylée un petit peu supérieure, une glycémie. Est-ce qu'il est légitime de demander un scanner? Oui. En fait, c'était mon propos. Mon propos est celui-là. Hein, et un scanner qu'on demande centré sur le pancréas ou la Alors, diabète du pancréas les radiologues vont en parler tout de suite. Là, oui, hein. En fait, que ça soit d'un point de vue gastro-entérologique, la chirurgie viscérale, de la radiologie, il y a vraiment un outil assez performant qui désormais se demande très facilement, c'est le scanner TAP avec injection, thoraco-abdominopelvien avec injection portale. Le seul problème, c'est que là, tout de suite, les radiologues vont nous indiquer que le temps d'injection artérielle, est aussi utile pour cette maladie-là. Donc, ils vont vous donner la réponse tout de suite. Mais sachez que, comme examen de débrouillage, le TAP avec injection portale est actuellement une arme dont il va falloir vous saisir. Je vous donne juste un petit exemple. Avant, quand vous aviez un patient de 25, 30, 40, 50 ans qui avait des douleurs abdominales, peu de symptômes, un bilan biologique plutôt rassurant, on le considérait avant comme étant un patient peut-être colopathe, problème de digestion. Désormais, vu l'augmentation du taux d'incidence du cancer du pancréas, mais aussi de certains cancers coliques, gastriques, du tractus digestif, il faut maintenant penser à ça. Vous voyez ce que je veux dire, hein? C'est-à-dire qu'il faut, moi je vous demande, suite à mon propos, de changer votre algorithme décisionnel. Mes collègues gastro-entérologues des HL vous en parleront, mais dans leur pratique, désormais, la question du cancer chez l'homme jeune, non fumeur, le cancer digestif, se pose réellement. On n'est pas sur des incidences majeures, mais là, ce qu'on décide ce matin, c'est potentiellement de changer notre algorithme décisionnel, de placer le scanner plus tôt. Voilà. Je me permets juste, du coup, je répondrai, j'espère, à la question concernant le diabète, mais j'en reparlerai aussi un peu plus tard. Et effectivement, dans les 3 premières années de la découverte d'un diabète de type 2, le risque est important, en fait, de voir arriver un cancer du pancréas. Après, on peut se poser la question de savoir si c'est rentable, s'il faut faire un dépistage ou autre, mais en tout cas, le risque existe, et donc, il faut se poser la question peut-être d'essayer de dépister certains patients qui vont le présenter, après lesquels ça va être plus compliqué. J'ai une question là. C'est le diabète qui fait le cancer ou c'est le cancer qui fait le diabète? Alors, je vais vous donner ce que moi j'ai compris de cette maladie. Donc je vous redis, c'est une maladie rare qui est quasiment insaisissable, puisque la plupart du temps, quand on la soigne, il est déjà un peu trop tard. Donc pour la comprendre une maladie rare, c'est pas simple. Hein. On est souvent frappé par ses conséquences, mais ce que je semble avoir compris en faisant l'analyse de la bibliographie, c'est qu'il faut plusieurs choses. Il faut bien sûr être exposé à des mutagènes ou une prédisposition génétique qui fait que le lavage des cellules tumorales de l'organisme est un petit peu plus faible, donc on a une prédisposition à avoir des mutations génétiques, mais ce qu'il faut aussi pour faire un cancer du pancréas, c'est qu'il faut une irritation chronique de la glande. Vous voyez ? Par le tabac, essentiellement, hein, qui est un facteur de pancréatite. Ça peut être l'alcool, ça peut être le café, et c'est surtout les problèmes métaboliques qui engendrent le diabète. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le diabète est probablement une corrélation. Mais en lui-même, je ne peux pas vous dire tout de suite si c'est une relation de cause à effet. Okay. Ouais, je crois que j'ai dit café, il fallait pas, je crois. Est-ce qu'il y a des questions à distance pour nos téléconférenciers? Non?
Pas de questions? Bon, mais on va donc enchaîner. Merci beaucoup.